Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec entreprises et médias, associations et think tanks des directeurs de la communication des grandes entreprises et des organisations. Alors chaque mois, vous le savez, on décortique ensemble les grands enjeux auxquels doit faire face la communication d'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Et ce mois-ci, focus sur la culture d'entreprise. D'abord, comment est-ce qu'on définit une culture d'entreprise? Comment est-ce que la communication peut jouer un rôle pour animer la communauté des collaborateurs, faire vivre en quelque sorte cette culture d'entreprise? Et puis comment peut-elle transformer cette culture implicite finalement en quelque chose de plus explicite pour en faire un levier d'engagement? On en parle tout de suite avec mes invités dans Smartcom. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Anne-Laure Ménial-Koumaros, directrice de la communication de Framatome. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Victoria Chagnal, directrice de la communication de Forvia. Bonjour. Bonjour Aurélie. Et Gaëlle Toussaint, directrice de la communication corporate et RSE de Tereos, qui est un groupe coopératif sucrier. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je voudrais qu'on fasse d'abord peut-être un petit tour de table. Comment est-ce que vous définissez la culture de vos entreprises respectives, Gaëlle, par exemple? Alors, nous, on a la particularité d'être une coopérative agricole, donc avec un fort ancrage local et territorial en France, mais avec une dimension internationale, et puis sur des activités à la fois sucrières et amidonnerie. Ce qui fait qu'en fait, la culture d'entreprise, ça va être le socle commun. Donc, c'est un vrai levier stratégique, et elle est nourrie à la fois d'un aspect agricole avec, via les coopérateurs qui sont actionnaires, et en même temps, via le groupe industriel avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, pour nous, en fait, la culture d'entreprise, c'est vraiment le socle commun qui doit réunir l'ensemble des publics et nous emmener dans une direction. Et donc, elle se nourrit et elle avance au fil du gré, du temps, du jour et des changements. Et Victoria, comment ça se passe chez Forvia? Alors, Forvia, déjà peut-être culture d'entreprise. Alors, c'est l'équipementier automobile, oui, c'est ça, hein? Ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas Forvia. Forvia, c'est un équipementier automobile, c'est le 7e mondial. C'est le regroupement de Faurecia et de Hella. Hella, c'est un équipementier allemand. Donc, c'est une boîte qu'on a rachetée il y a un an, tout juste un an maintenant. Donc, équipementier automobile, c'est une voiture sur deux dans le monde. C'est 150 000 personnes sur 300 sites. C'est un groupe qui a un footprint très important. Alors, en termes de culture, d'abord, c'est le secteur automobile. Donc, les entreprises dans l'automobile ont une culture assez forte, de l'agilité, du temps très court. C'est une boîte tech, orientée très tech, innovation. C'est quand même 77 sites de R&D. C'est, je ne sais pas, 15 000 brevets dans son portefeuille. Donc voilà, donc une boîte qui est très tournée vers l'innovation. Et je crois aussi qu'il y a un prisme très fort sur le développement durable, la durabilité, donc construire une mobilité plus durable. C'est la première boîte au monde à avoir validé sa feuille de route de neutralité carbone à horizon 2045 par SBTi. Donc voilà, je dirais tech, sustainability, et puis aussi évidemment un socle de valeurs, l'autonomie, le respect, l'entrepreneuriat, donc un socle de valeurs qui a été défini, qui a été partagé au sein de l'entreprise et des convictions qui sont très fortes, donc, que j'ai évoquées avec vous, l'innovation, la rupture technologique et le développement durable. Anne-Laure, Framatome, c'est donc dans le domaine du nucléaire, dans tout autre domaine. Comment est-ce que vous définissez votre culture d'entreprise ? Alors Framatome, donc filiale du groupe EDF, qui fournit des équipements, des services et du combustible pour les centrales nucléaires. Donc on aime à dire qu'on se définit comme des femmes, des hommes, des technologies performantes pour des centrales nucléaires sûres et compétitives à travers le monde. Donc du temps très long, le nucléaire, une grande exigence de sûreté et de qualité. La culture d'entreprise, je crois, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que c'est tout autant un ciment qui permet de fédérer les équipes, de les rendre fiers,
d'appartenir à cette entreprise, mais c'est aussi une boussole. Je pense que c'est important dans les entreprises, on en parlera peut-être après, qui subissent des changements dans leur histoire, dans leur actionnariat. C'est une boussole qui permet de se repérer et de garder un ancrage très fort dans le quotidien, notamment, qui, encore une fois, pour des secteurs comme les nôtres, sont des quotidiens très très longs. Justement, alors comment est-ce qu'on définit cette culture d'entreprise? Est-ce qu'on décrète comme ça que nos valeurs, ça va être, je sais pas, la tech, l'innovation, la sûreté pour vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on observe? On se dit au bout d'un certain temps, l'entreprise existe et on fait une genre de mapping de la culture d'entreprise. Qu'est-ce qui ressort le plus? Comment est-ce que ça s'établit, une culture d'entreprise? Je pense que c'est là que la communication a un rôle. C'est qu'il y a un travail très fort qui est fait en interne pour définir cette culture et ses valeurs et cette vision, ses exigences. Et puis après, on s'y tient tout en ayant une sorte de flexibilité s'il y a besoin, au gré des changements, au gré de l'histoire. Mais je pense qu'il est très important qu'elle soit bâtie avec les salariés, avec les collaborateurs. Justement, chez Forvia, vous disiez, vous avez intégré une entreprise allemande. Alors, c'est une entreprise centenaire très connue en Allemagne. Il y a 36 000 salariés. Dans un cas comme celui-là, comment ça se passe au moment de l'intégration? Est-ce que c'est l'une des cultures qui prend le pas sur l'autre? On essaye de voir quelle culture, quelle entreprise et de faire des points communs et de redéfinir une nouvelle culture? Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Oui, c'est un sujet assez compliqué et assez complexe. Effectivement, je rejoins Anne-Laure. Il y a quelque chose qui doit être construit avec les employés, avec les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs, et donc aussi avec les collaborateurs qui nous rejoignent, qu'on intègre au sein de Forvia. Je crois qu'il y a quelque chose au sein de la culture de l'entreprise qui est presque statique. Donc, c'est les fondations, le socle. Donc, on a des valeurs. Les valeurs, on ne va pas les changer tous les 5 ans. Donc, il y a un socle vraiment qui rassemble les collaborateurs. Et puis, il y a quelque chose pour moi qui est beaucoup plus dynamique, qui est beaucoup plus vivant. J'aime à dire que la culture d'entreprise, c'est des racines et des ailes. Donc, il y a vraiment ce côté très enraciné et les ailes, donc la vision, la mission, l'orientation stratégique qu'on se donne tous ensemble. Donc, pour construire une culture commune, il faut réfléchir à tous ces axes-là. La mission, c'est ce qu'on a fait cette année. Quelle est notre mission ensemble, Forvia, donc Faurecia plus Hella? Quelle est notre orientation stratégique? Sur quels axes on va travailler ensemble? Donc, donner du sens aux collaborateurs. Et nous, quelles sont nos cultures? Qu'est-ce qui nous a définis dans notre histoire, dans notre passé, qui va nous aider à avancer et à traverser les prochaines étapes? C'est intéressant ce mot co-construction finalement que j'entends. Mais Gaëlle, je me tourne vers vous parce que comment on co-construit une culture dans une coopérative agricole? Parce que évidemment... Les racines sont multiples. Vous allez jusque chez l'agriculteur, c'est ça? C'est ça. Effectivement, nous, en fait, c'est vrai qu'on a un rôle aussi où on joue, où on intervient sur la souveraineté alimentaire, puisque en fait, on part de la culture en fait des sols, des terres, avec les agriculteurs, les matières premières qu'on transforme en fait via l'outil industriel, et on arrive jusqu'au consommateur avec des marques commerciales, des marques commerciales type Béguincé, La Perruche, par exemple, qui sont plus connues. Et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir l'ensemble de cette chaîne de valeur comme actif, finalement, c'est ce qui fait aussi la fierté des collaborateurs qui nous rejoignent également aujourd'hui. Et c'est vrai que là où c'est un peu plus compliqué, c'est que le socle commun, on le bâtit également un peu comme vous sur l'histoire de la coopérative, mais aussi son évolution, puisqu'en fait, on vit des transformations permanentes, on vit dans des environnements, on l'a encore vu récemment, qui sont très mouvants, qui bougent en permanence. Et finalement, la culture d'entreprise, c'est ce qui va faire la fierté de chaque collaborateur ou chaque agriculteur qui a mis son cœur et son investissement aussi dans la coopérative. Et quelque part, en fait, on doit effectivement donner du sens au niveau de la direction de la communication pour raconter au moins toute cette culture d'entreprise, la nourrir, on va dire. Parce que finalement, on s'aperçoit que chacun en a sa propre interprétation. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut demander à un collaborateur ou alors à un deuxième collaborateur. Globalement, on va avoir une petite similitude de par
l'histoire, les fondations, mais quelque part, la manière dont ils vont le traduire va être assez différente. On va avoir beaucoup d'expertise, d'autonomie, on va avoir des mots qui vont ressortir de cette nature, qui sont peut-être à côté de nos valeurs, et puis après, on va avoir les valeurs qui vont venir également nourrir la culture d'entreprise, comme la transparence, la performance, la sécurité. Et du coup, en fait, c'est l'ensemble de ce mix et d'être assez à l'écoute de tout le monde qui fait qu'à un moment donné, on arrive à raconter aussi ce que peut être la culture d'entreprise pour donner du sens, pour nourrir aussi la marque employeur également, qui est quand même très importante. On est aussi en période de recrutement, donc c'est toujours intéressant aussi de valoriser ce qu'est la culture d'entreprise, parce que je pense que c'est l'essence même qui permet aujourd'hui de rejoindre aussi telle ou telle entreprise. Si on a le choix, je pense qu'un collaborateur qui veut rejoindre telle entreprise va se poser les bonnes questions sur quelles sont les valeurs, comment il s'inscrit aussi en termes de RSE, de durabilité dans le monde d'aujourd'hui. Chez nous, en fait, c'est très important aussi de valoriser ces aspects-là. Et ça fait partie de la culture d'entreprise qu'on travaille le sol, la terre, et on va jusqu'à l'assiette. Donc, c'est tous ces composantes, finalement, qui assurent une stabilité, une sérénité, un socle commun et qui permet de faire évoluer. Mais c'est nourri tous les jours, effectivement, par les interprétations de chacun. Je pose la question à vous trois en même temps. Est-ce qu'à un moment, il faut l'écrire, cette culture, par exemple, par le biais d'une raison d'être ? Est-ce que vous en pensez, Anne-Laure, par exemple ? Moi, je pense qu'il faut l'écrire, absolument. Il faut l'écrire parce que la transmission des savoirs est absolument capitale. Donc, chez Framatome, notamment, on a un gros programme de knowledge management. On est sur des carrières très longues. On n'est pas une entreprise qui a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup de passion. C'est une de nos valeurs, d'ailleurs. Passion et futur chez nos collaborateurs. Et donc, je pense que c'est particulièrement important de l'écrire. D'abord parce que il faut commencer dès l'onboarding. Il faut l'expliquer aux nouveaux collaborateurs, aux nouveaux entrants. Donc, nous, on a un gros, comme tout le monde, je suppose, un programme d'onboarding avec la vision, avec les valeurs, avec les exigences de l'entreprise. Et puis après, ça peut évoluer, mais au moins, on sait à quoi se raccrocher. Donc oui, je pense qu'il faut l'écrire. Et puis surtout, il faut le répéter. Il faut en parler souvent. Chez nous, c'est quelque chose qui fait partie de toutes les prises de parole du président tout au long de l'année. On termine un certain nombre de réunions par fier d'être Framatome, dès qu'il y a aussi des moyens de valoriser ce qu'ont fait les collaborateurs, de les récompenser, des choses qui sont bien en lien avec la culture, on n'hésite pas à le faire. Justement, vous vouliez rajouter quelque chose, Victoria ? Oui, je pense qu'il faut l'écrire, c'est absolument nécessaire, mais il faut surtout la vivre. Et c'est là où ça devient le plus complexe, le plus... c'est un peu intangible quand même. Donc, la culture, finalement, il y a quelque chose qui est assez... qui est de l'ordre de l'indicible, ça guide notre comportement au quotidien, mais ça guide notre comportement quand tout d'un coup, il n'y a plus de manuel. Et donc, est-ce qu'on est libre de prendre la parole ou est-ce qu'on est libre de prendre des risques ? Ça, c'est la culture. Et le rôle, je pense, de la communication qui est absolument essentiel dans tout ça, c'est d'accompagner les managers à effectivement transmettre, expliquer, faire comprendre la culture d'entreprise, mais la vivre, la représenter. Donc quand on dit que l'autonomie, par exemple, c'est une des valeurs de l'entreprise, ça fait partie de la culture de l'entreprise, pour un manager, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Jusqu'où il peut aller ? Jusqu'où il va aller ? Est-ce qu'il va déléguer ? Est-ce qu'il va faire confiance ? Est-ce qu'il va, dans son propre comportement, faire vivre à la culture d'entreprise. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important aussi pour l'ensemble des collaborateurs, à mon avis. Gaëlle, est-ce que vous mettez cette culture d'entreprise dans toutes vos actions de communication ou c'est de temps en temps, à épisodes réguliers, sur certains types de communication ? Alors effectivement, nous c'est plutôt, ça accompagne également le plan stratégique en fait de l'entreprise aussi, puisque finalement on s'inscrit sur le long terme et on était plutôt sur un retour en fait aux fondamentaux, ce qui fait qu'en fait on est revenu sur des valeurs très fortes liées à la coopérative, donc une essence même liée en fait à nos origines. Donc l'histoire, finalement, a beaucoup nourri les 2 dernières années sur la culture d'entreprise et en accompagnant le plan stratégique, ce qui fait que quand on a communiqué, c'était beaucoup sur de l'interne, sur du management, dans des organismes de gouvernance, pour pouvoir justement aussi partager cette culture d'entreprise, parce qu'effectivement, je te rejoins, il faut vraiment la vivre et la faire vivre et s'en imprégner. Donc ça veut dire que ça passe à travers tous les managers aussi de l'entreprise.
Donc, et là, on va actionner un second plan qui va être vraiment sur plus des relais de croissance, une vision à plus long terme. Et c'est vrai que, par exemple, la raison d'être pourra tout à fait être un des outils ou une des actions à mener en fait dans le futur. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une notion qui n'est pas forcément toujours palpable, où on définit finalement. On peut définir une mission, on peut définir une vision, on peut l'écrire du moins, on peut la faire, on peut la nourrir régulièrement, la faire évoluer. En l'occurrence, la culture d'entreprise chez Tereos, nous, on ne l'a pas écrite réellement. En fait, on la vit, on la nourrit. On a des idées, on a tous des idées à partager. On sent que le socle est commun, on sent que le langage est commun entre les coopérateurs et les collaborateurs, mais elle n'est pas... si vous me dites demain, est-ce que vous avez un document qui permet de décrire cette culture d'entreprise, c'est pas encore, on n'en est pas encore à ce stade-là, en fait. Alors moi j'avais lu quelque chose sur cette notion d'explicite et d'implicite que je voulais vous partager. C'était comment faire pour rendre explicite une culture implicite, pour en faire un levier de singularité, de préférence et d'engagement. C'est les mots de Grégoire Veil de l'agence W dans une tribune dans Stratégie. Et cette tribune s'intitulait « Moins de communication pour plus de culture d'entreprise ». Bref, comment faire en fait pour que ce ne soit pas que de la com. Donc je me tourne vers vous, Anne-Laure, de nouveau. Comment est-ce qu'on fait pour que ça ne reste pas que des mots comme ça, cette culture d'entreprise, et que un peu dans l'imaginaire collectif? Je pense que ça revient à ce que disait Victoria juste avant, c'est qu'il faut la vivre, cette culture. Donc si l'impression est donnée que c'est que de la communication, c'est que la communication n'a pas réussi, en fait. Parce que le rôle de la communication, c'est de ne pas se mettre devant, c'est de fédérer, c'est de rendre transverse toutes ces valeurs et de faire en sorte que par des leviers qui sont pas trop visibles, un peu visibles parce que la communication interne c'est bien quand même, etc., mais pas trop visibles, que ça soit approprié par l'ensemble des collaborateurs. Donc nous on est 16 000 collaborateurs, beaucoup plus si on prend tout le groupe EDF. Aujourd'hui je pense que c'est plus que de la communication parce que ça a été diffusé, je dirais, dans tous les niveaux de l'entreprise et que les collaborateurs la vivre, quoi. Je pense que pour que ça soit pas que de la com, il faut la vivre. Il ne faut pas que l'écrire. La sincérité et la sincérité est capitale, absolument. Est capitale, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est pas un levier. On ne peut pas tricher avec ça. Non, c'est pour ça pour moi c'est pas un levier de communication, c'est un levier stratégique. Parce qu'effectivement. Et de ressources humaines. Je pense qu'il y a un travail très important entre stratégie, communication et ressources humaines sur le sujet de la culture d'entreprise, je pense. Parce que les ressources humaines, notamment sur tout ce qui est attractivité, marque employeur, la culture d'entreprise, aujourd'hui, pour les nouveaux embauchés, les jeunes et les moins jeunes, c'est extrêmement important. Et je pense qu'on en parlait juste avant de rentrer sur le plateau, je pense que particulièrement depuis le Covid, on s'est rendu compte que cette culture d'entreprise qu'il fallait vivre parfois sans se voir était hyper importante, vraiment hyper importante. Et donc je pense que la collaboration entre toutes ces équipes de l'entreprise est très importante. On a un programme chez Framatome qui s'appelle Osons la confiance, qui est partagé par tous les managers et les collaborateurs et qui aide l'autonomie dans tous ces sujets-là et le vécu, quoi. Vraiment le vécu de tous les collaborateurs sur la culture. Victoria, en fait, la culture d'entreprise, c'est ce qui reste quand on est dans un moment de crise et que le reste devient un peu fluctuant. Oui, c'est un vrai levier de transformation. C'est ce qui va aider l'entreprise à traverser les crises, à traverser les siècles. Donc je pense que c'est absolument, effectivement, essentiel. Nous, on a chez Forvia un moment qui est très, très sympa, qui s'appelle le Forvia Day. Ouais. Et c'est là où on voit que la culture, en fait, c'est infusé et que c'est plus du tout une question de communication, c'est une question de vie dans l'entreprise. Et donc là, ce jour-là, le Forvia Day, tous les collaborateurs dans le monde, donc dans les 42 pays dans lesquels on est, célèbrent la culture. Et donc chacun le fait à sa façon. C'est là aussi où on voit qu'elle est protéiforme. Mais surtout culture. Avec des pays différents. Enfin, j'imagine que ça doit avoir des incidences, forcément. Des cultures complètement différentes. Nous, on le voit là en ce moment en intégrant une boîte allemande. Une culture française, une culture allemande. Alors c'est drôle parce que parfois c'est plein de clichés. On se dit effectivement, les Allemands sont à l'heure, les Français sont en retard. Et comment fait-on pour que la réunion se passe bien? Donc, évidemment, il y a des moments qui sont assez cocasses. Mais c'est là où on voit que quand on se l'est approprié, c'est plus du tout une question de communication.
Mais c'est vrai que nous, c'est pareil, on avait on avait ce ressenti aussi l'année dernière où, après le Covid, où on a été 2 ans en fait sans se retrouver en fait tous ensemble. On avait organisé une manifestation du top 200 avec l'ensemble des internationaux au niveau managérial. Et en fait, personne ne se l'est dit, mais au bout de cette journée de partage, de retrouvailles, où on sentait qu'effectivement, là, pour le coup, l'humain était au cœur de la culture d'entreprise, parce qu'en fait, on est tous sortis de cette journée, en fait, reboostés, motivés, engagés, parce qu'on avait partagé des moments communs autour d'un projet commun. Et finalement, c'était beaucoup plus fort, et surtout en période effectivement post-Covid en fait. Ce sont les moments de célébration finalement ou de moments physiques aujourd'hui sont extrêmement forts aussi pour cultiver ce sentiment d'appartenance. D'autant plus après le Covid, en fait. J'ai entendu le mot levier de transformation. Moi, je me posais la question de savoir si effectivement c'est un levier ou est-ce que potentiellement, si on se retrouve avec une culture qui peut, pour X ou Y raison, être inadaptée face à des changements, face à de nouvelles attentes d'une génération, ça ne pouvait pas être un frein. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Laure ? Je pense qu'en effet, l'objectif, c'est que ça soit un levier de transformation et pas un frein. Ça, c'est sûr. Et je pense que, encore une fois, le contexte, il fait beaucoup, le contexte post-Covid qu'on a vécu. Alors, les transformations côté Faurecia sont plus récentes, mais Framatome, ça a été aussi une histoire faite de transformation depuis très, très longtemps. Et je pense que la culture et la communication autour de cette culture a aidé à ce qu'aujourd'hui, l'entreprise soit ce qu'elle est. Alors nous, on a des Framatome Days, avec tous les jeunes embauchés plusieurs fois par an, avec cette transmission de la culture des plus anciens. Et je pense que ces petits moments importants de la vie d'une entreprise, quand on y rentre, quand on y reste plus ou moins longtemps, sont importants pour que cette culture évolue. Et la communication a un rôle là-dessus, évidemment, mais garde ses fondamentaux, ses valeurs, ses exigences, sa vision. Je crois qu'il n'y a pas de transformation réussie si on ne travaille pas sur la culture. Si on travaille que sur la stratégie qu'on va évaluer avec des KPI de façon très très objective et qu'on ne prend pas en compte le volet culturel dans une transformation, ça ne marchera pas, c'est voué à l'échec. Et c'est la raison pour laquelle on fait travailler, par exemple chez Forvia, les équipes ensemble pour définir justement c'est quoi notre culture commune, qu'est-ce qui nous définit, nous, en tant que groupe, qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce qui nous différencie. Et donc, ça doit venir des équipes. Et dans cette période de construction, nous, de notre identité, Forvia, de notre marque, on fait comme ça des petites enquêtes, des pulse check, tous les 2 mois, et on regarde comment ça évolue, ce sentiment d'appartenance, cette motivation, pour voir si justement, dans ce cas de transformation, on avance dans le bon sens. Et si on n'avance pas dans le bon sens, on fait quoi ? On fait réfléchir les équipes. Et on retourne sur le terrain pour savoir comment ça se passe. Je pense qu'on continue à répéter. Nous, on a une vision sur cette année assez chronologique. On a d'abord commencé à se dire, voilà, quelle est notre mission ? Ensuite, quelle est notre stratégie ? Quelle est notre feuille de route financière et qu'est-ce qui nous définit ensemble, nos valeurs, nos convictions. Donc on y va comme ça, par étapes. Et puis il faut aussi garder à l'esprit qu'une culture, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas, on voit pas forcément. C'est du temps long. On voit pas forcément les résultats tout de suite. Alors nous, dans l'automobile, on a envie que ça aille très vite parce que c'est notre culture, voilà, d'aller vite. Cela étant, une culture, elle se voit aussi sur le long terme. Justement, il y a beaucoup de sujets RH, je trouve, derrière ces questions, parce que vous parlez d'onboarding, vous parlez des collaborateurs qui doivent en fait incarner quelque part cette culture. Comment, Gaëlle, vous travaillez avec votre DRH sur ces sujets-là ? Est-ce que, par exemple, votre DRH se dit à un moment, je ne vais pas engager tel ou tel collaborateur potentiel, tel ou tel candidat, parce que ça ne matchera pas avec la culture ? Je me demande même si on n'inverse pas la tendance aujourd'hui sur du recrutement des jeunes générations. De se dire c'est plutôt les jeunes générations qui choisissent. C'est pas faux. Vu le contexte du marché du travail, c'est pas complètement faux en effet. J'ai tendance à dire que justement, et à l'inverse, je pense que ce qui fait la spécificité et la différenciation au moment du recrutement, nous on le voit avec les équipes RH, c'est justement, je pense, cette spécificité et particularité d'être une coopérative agricole. C'est-à-dire de revenir à des valeurs sûres.
des valeurs en fait finalement ancestrales en fait, qui on a tous dans l'inconscient collectif, on sait ce que peut représenter une coopérative agricole, quel est le rôle également de l'agriculture, notamment en France, qui est quand même très important. Et quelque part, c'est certainement le socle qui est rassurant aujourd'hui, on le voit dans les recrutements. Ça, et bien entendu, l'ensemble de notre politique RSE qui est primordial. On n'a pas un recrutement qui s'organise sans avoir une question sur quels sont nos engagements. Alors nous, on vient de faire le commitment du SBTi, donc on en est au démarrage justement, mais c'est hyper important et on a toute une politique RSE qu'on développe qui est très structurante et qui est d'autant plus structurante parce que quelque part, elle rejoint un peu, enfin pour moi, les 2 critères de recrutement aujourd'hui finalement, c'est quelles sont nos valeurs et comment on les défend. C'est-à-dire dans un entretien de recrutement, finalement, la culture d'entreprise passe aussi par le rôle des RH. Voilà, exactement. Et puis, quelle est notre politique de développement durable ? Je pense que c'est vraiment 2 éléments clés aujourd'hui pour à la fois les collaborateurs déjà en poste, donc susciter et continuer l'engagement, et également pour le recrutement. Anne-Laure, comment est-ce que vous interagissez avec vos RH sur ce sujet ? Parce que j'entends bien que ça doit être un facteur de singularité, et en même temps, je me dis, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui va dire qu'elle a des valeurs pourries, passez-moi l'expression, mais j'imagine que vous jouez un peu quand même toutes avec les mêmes cartes. Oui, alors on travaille très très étroitement ensemble, comme je le disais, et je suis tout à fait d'accord avec Gaëlle. Je pense qu'aujourd'hui, les candidats arrivent, d'abord ils savent où ils arrivent, ils sont très bien renseignés, et la culture des entreprises dans lesquelles ils postulent est extrêmement importante pour eux. Donc on a vraiment eu un retournement de situation, particulièrement en ce moment. Alors nous, c'est le secteur du nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire, on vit un peu un nouvel âge d'or du nucléaire, je crois qu'on peut le dire. Oui. La lutte contre le CO2, une énergie qui ne produit pas très peu de gaz à effet de serre. Donc, on en parle beaucoup et on n'est quand même pas si nombreux à pouvoir le dire, malgré tout. Donc, ça nous donne quand même un facteur différenciant. Voilà, la communication RH fait partie de l'équipe communication. Donc, la façon de parler aux futurs candidats, la marque employeur, les valeurs, etc., c'est complètement intégré à la communication pour nous. Victoria, comment ça se passe du coup chez Forvia ? Oui, je rejoins Gaëlle et Anne-Laure. On travaille étroitement évidemment avec les ressources humaines, surtout dans le cadre d'une intégration. Bien sûr. Je crois qu'on a tous les deux, les ressources humaines et la communication, un rôle d'accompagnement du changement. Finalement, pour moi, la communication aujourd'hui, c'est ça, d'accompagner le changement. Et donc, ça signifie une communication managériale importante, travailler avec les managers pour qu'ils vivent, qu'ils transmettent, qu'ils communiquent cette culture d'entreprise. Et pour le cas de recrutement que vous évoquiez tout à l'heure, c'est vrai, maintenant ça s'est un peu inversé la tendance, mais quand même, moi je m'aperçois maintenant, quand je fais des recrutements, que finalement j'ai tendance aussi à penser, est-ce que la personne, le candidat que j'ai en face de moi, correspond à la culture de mon entreprise, qui est ultra agile, où il faut être dans la réaction, dans l'action, une boîte de doueurs, donc d'opérationnel, passionné par les produits. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi aussi va être heureuse dans cet univers-là ? Merci beaucoup à toutes les 3 d'avoir partagé votre expérience avec moi. Victoria Chagnal, directrice de la communication de Forvia, Gaëlle Toussaint, directrice de la communication corporate et de la RSE chez Tereos, et Anne-Laure Meinial-Koumaros, directrice de la communication chez Framatome. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom sur Bismart.